Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour avec une story time et aujourd'hui on va parler de mon parcours linguistique. Comme l'indique le titre, je parle 6 langues. Et oui, c'est impressionnant, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour arriver à acquérir autant de langues. Je fais souvent des stories multilingues et vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as fait. D'ailleurs, je vous invite à me suivre, vous aussi, si ce n'est pas encore le cas, sur Instagram ainsi que Facebook pour suivre nos aventures au niveau des stories. Donc, comme le titre l'indique, je parle 6 langues. Alors, je vais déjà vous rassurer tout de suite, je ne les parle pas parfaitement. Et d'ailleurs, je suis passée par aucune école pour les apprendre. Avant de lancer le vif du sujet de cette vidéo, Majid a un petit mot à vous dire. Je vous envoie ça et on se retrouve juste après. Hello! Allô, bonjour les abonnés. Juste, je voulais dire un grand bonjour à tout le monde. Merci Voilà. Majid. À tous les abonnés. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, à bientôt pour un vlog. Inch'Allah. Merci Majid, on t'embrasse nous aussi et on te remercie de penser à nos abonnés. Hi guys, hi everyone, it's Mimi and you are here on my YouTube channel and my YouTube channel name is Mimi au pays des délices. We are almost 100,000 followers. Inshallah, it will come very soon. So thanks for supporting me and thanks to believe in me. This is the most important that I feel is the trust that we have each other. Okay, may God protect all of you and protect all of us. Hola a todos, soy Mimi, tengo 40 años y tengo también 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Estoy casada ahora más de 23 años con Majid, ustedes lo conocen muy bien. Y aquí estoy haciendo mi nuevo trabajo. Trabajo en el YouTube, hago videos de recetas, de vlog, de mucha cosa y me gusta compartir todo con la gente. Bueno, gracias y que Dios os bendiga y que nos bendiga a todos. Dag iedereen, jullie zijn hier bezig met Mimi. Dus zoals ik heb het gezegd in Engels en in Spaans, sorry. Ik ben dus YouTuber, ik heb 5 kinderen, ik ben al getrouwd sinds nu bijna meer dan 23 jaar. Ja, en ik ben al 40 jaar oud. Ik begin oud te worden, maar ja, ik ben hier bezig voor een nieuwe video met jullie. Het is storytime. Ik spreek 6 talen. Ja, inderdaad. Ik spreek ze niet perfect. Ik doe altijd mijn best. Ik trek mijn plan. En ik ben blij, want de mensen begrijpen me. En dat is de meer belangrijk voor mij. أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم. معكم ميمي. اليوم راني دايرة واحد فلوج فيديو جديدة ستوري تايم. نعاود لكم واحد القصة على اللغات اللي كنهضر. بزاف بكم كتبعوني في انستغرام وكيعجبني نعمل ستوري مع يعني الاختيار في اللغات. كيعجبني ديك الشيء واخا ما كنهضرهمش معوضين معليش. هيداك كيتعلم بنادم. واليوم ان شاء الله غادي نفهم لكم كيفاش تعلمت هذاك الشيء وبقاو معايا غنبداو دابا ان شاء الله في هذا الفيديو. اهلا وسهلا مرحبا بكم ايت ما يسمات تمني غتيري مليح تقراو من نهار فيديو يا قناه ستوري تايم انسيور اللغات دافا ما يتصلهم دي ستوري انستغرام ماش توارم سوالغ اللغات شويت نتسلاك وجين سواريث النيشان ماشا الحمد لله بنادم يقوا شويت شي يعني غزات واش نهارات تفهموا دي vidéos mashkir remdkhnt. Bon, voilà, je vous ai parlé en premier lieu en anglais, ensuite on a parlé en espagnol, puis on a parlé en néerlandais, puis je suis passée à la langue arabe dialecte, plutôt un dialecte marocain, et je suis passée à un autre dialecte, une autre langue qu'on pratique au Maroc, c'est la langue rif, le rifin. Voilà, donc je me suis juste présentée dans toutes ces langues. La 6e langue que je maîtrise, bien sûr, même la plus parfaitement des 6, c'est le français. Donc, je suis belgo-marocaine, je suis née à Bruxelles
et j'ai grandi ici, et donc j'ai été scolarisée en français. Donc c'est ma langue maternelle, c'est la langue que je vais dire que je maîtrise le mieux, quand bien même je fais encore des fautes même en français, c'est pas grave, c'est avec les fautes et les erreurs que l'on apprend. Alors cette langue-là, ben voilà, c'est la langue officielle de la chaîne aussi Mimi au pays des délices, donc le français. Et la langue suivante que je vais aborder ici, c'est, on va rester dans l'ordre dans laquelle j'ai parlé en début de vidéo, c'est l'anglais. Bon, l'anglais, je maîtrise pas parfaitement. Je pense que c'est même l'une des 6 langues que je classerais en dernière position, c'est l'anglais. Alors, comment j'ai appris l'anglais? Moi, j'ai appris l'anglais avec les chansons. À l'époque, j'écoutais beaucoup les Backstreet Boys, Whitney Houston, les Boyz II Men, enfin voilà, toute la bande de mon époque. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver dans ce style musical. Et à force, j'aimais bien aussi chanter en même temps que le chanteur, donc j'avais les paroles devant moi. Et puis à force, au fur et à mesure, avec les petites bases qu'on apprend à l'école, qui sont pas énormes, mais c'est déjà ça, j'ai appris à traduire et à comprendre certains mots, et puis j'ai réussi aussi à pouvoir m'exprimer et à parler, malgré que je fais énormément d'erreurs. Moi, c'est pas quelque chose qui me freine. Certains vont dire, elle se ridiculise, tant pis pour eux. Moi, je ne trouve pas que c'est du ridicule, au contraire. Les gens intelligents, ils vont me corriger, et grâce à eux, je pourrai m'améliorer. Et puis les gens qui n'ont pas de jugeote, ils vont se moquer de moi, ça va leur faire rire, et tant mieux pour eux. Voilà, moi je ne m'arrête pas à ça. Ce qui m'intéresse, c'est de progresser, d'avancer, et pourquoi pas pouvoir toucher tout le monde. Vous savez très bien que les langues, c'est quelque chose qui peut nous rapprocher, nous réunir, et surtout la cuisine, hein, donc chose que je propose sur YouTube. Et parfois, il y a des gens qui maîtrisent pas ma langue, et en story, ça me permet d'apporter comme un petit respect de la langue que parle la personne. Donc ça, c'est pour l'anglais. C'est pas énorme, mais voilà, ce sont des bases. Et j'ai la chance aussi d'avoir ma fille qui, elle, est vraiment maîtrise l'anglais. Et du coup, à chaque fois, elle voit des stories, elle se marre, elle me dit « Maman, c'est pas ça, c'est ça ». Et du coup, elle me corrige. Donc j'ai, on va dire, la chance d'avoir un professeur d'anglais à la maison, à domicile, qui me permet d'évoluer et de progresser. Ça, c'était pour l'anglais. Thank you. Thanks to all of you. On va passer à la langue d'après, c'était l'espagnol. Alors encore une fois ici, l'espagnol, c'est pas une langue non plus que je maîtrise parfaitement. Donc j'en maîtrise aucune parfaitement, si ce n'est le français et un petit peu le riff. Ici, donc l'espagnol, je l'ai appris avec las telenovelas, donc les fameuses séries mexicaines, colombiennes, voilà, les séries latino. Et quand je me suis donc mariée, au début du mariage, Majid, eux, ils habitent en Espagne, donc quand j'allais là-bas rendre visite à sa famille, à ma belle famille, je tombais toujours aux heures où il y avait la telenovelas à la télé. Et eux sont, pas que ma belle famille, mais la majorité des Espagnols sont très focus sur les telenovelas. Et alors, au fur et à mesure, je regardais et je suis rentrée moi aussi dans le béguin, on va dire, pour ces séries. Et comme il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français, petit à petit, j'ai accroché. Puis jusqu'à ce qu'un jour, j'ai remarqué que j'arrivais à faire une phrase, à parler, et donc à pouvoir m'exprimer en espagnol, encore une fois, avec des fautes, avec des erreurs. Mais j'avais aussi ma belle-sœur, donc la sœur de Majid, ma belle-sœur Yasmina, que j'embrasse au passage, qui me rectifiait aussi, parce qu'elle était scolarisée en espagnol, donc elle me corrigeait. Et encore une fois, c'est avec les erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Et d'ailleurs, avec l'espagnol, j'ai une anecdote que je voudrais donc vous partager. Il y a 10 ans de cela, je suis partie à Madrid avec Majid, on s'est arrangé, on a voulu offrir à Sofiane une chance, une occasion de pouvoir rencontrer Iker Casillas, donc le gardien qui a été numéro 1 mondial pendant un certain laps de temps. Il avait organisé un stage footballistique pour former, donc pour se spécialiser un peu dans la position de gardien. Sofiane était déjà gardien à cette époque-là. Donc Majid me dit, va l'accompagner, moi je reste, parce que lui devait travailler, et donc il est resté avec les enfants à la maison. Avant d'y aller, je me suis dit, donc là où j'ai réservé l'hôtel et de là où se passe le stage, il y a quand même une certaine route à faire, et prendre les transports en commun tous les jours, c'est fatigant, il faut se lever beaucoup plus tôt, bref. Je me suis dit, je vais essayer de louer une voiture de location. À l'époque, je n'avais pas de carte de visa, je n'en ai toujours pas d'ailleurs,
Et c'est très très difficile de louer une voiture sans carte Visa. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à une agence de location de voitures de l'aéroport. Donc je les appelle et je leur explique un petit peu la situation. Et au téléphone, ils me disent Muy bien, señora, no pasa nada. Usted viene aquí y pagas el doble de la garantía. Donc ils me disent venez ici à l'aéroport et vous devrez payer donc le double de la garantie. Et à ce moment-là, on pourra vous prêter une voiture en location. Donc, je suis très contente. À ce moment-là, je regarde un peu les prix des voitures de location. Quand on voulait prendre le GPS comme option, c'était plus de 30 € par jour comme supplément. Alors, Mimi, intelligente, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je prends mon GPS avec moi pour faire des économies. C'est parti, on arrive à l'aéroport, on descend donc à Madrid. Et là, je vais à l'agence où on m'a promis Monts et Merveilles. Et puis, bon, alors, est-ce qu'ils ont vu mon allure et alors ils ont changé d'avis? Aucune idée. Donc, je ne vais pas les juger. Bref, on m'a refusé ce qu'on m'avait promis au téléphone. Donc, premier frein. On se rend donc en taxi à l'hôtel. Et puis là, je vois déjà que le taxi, ça chiffre rien que de l'aéroport à l'hôtel. C'est pas grave, j'arrive à l'hôtel, on m'accueille. Et celui qui m'accueille, c'était un Français qui s'est installé à Madrid et qui est donc gérant de l'hôtel. Et donc, comme il voyait que je venais de la Belgique, on a conversé tout de suite en français. Alors, je lui ai dit, voilà, je cherche une agence de location de voitures, sauf que j'ai pas de carte de visa. On m'avait promis à l'aéroport à la fin, voilà. Et il me dit, écoute, je peux te présélectionner si tu veux. Quelques agences ici dans les alentours de Móstoles, c'était là où on était. Et il m'envoie donc cette liste dans ma chambre d'hôtel et je commence à téléphoner une par une. Donc, il y avait 5 agences, il y en a 4 qui ont refusé sans carte de visa, ils ne voulaient rien savoir. Et il y en avait une, la dame, elle a accepté. Donc, au téléphone, je lui parle en espagnol. Hein, donc, j'explique, je dis voilà, j'explique vraiment tout avec mon espagnol à moi. Et elle me dit, vale, usted viene y pagas el doble de la garantía. Donc, pareil, elle me dit que je devrais payer le double de la garantie du véhicule. C'était donc 500 €. Je devais donner 1000 € d'acompte. J'ai dit, c'est pas grave, de garantie, pardon. On appelle un taxi pour se rendre à l'agence. Donc, on prend le taxi et là, je prends mon GPS, je le dépose dans la voiture entre moi et Sofiane. Et Sofiane descend, moi je descends et on oublie le GPS dans la voiture. Et là, je me dis, voilà, super, on arrive à l'agence pour location de voiture. Peut-être qu'on aura enfin une voiture, mais on n'a pas de GPS. Et comment circuler? À l'époque, c'était pas les smartphones avec Google Maps, etc. C'était des simples GSM. J'avais à peine accès à Facebook. Et encore, on parle d'il y a 10 ans. Et là, comme par hasard, incroyable, subhanallah, Dieu est toujours là pour nous ouvrir des petites portes ou nous éclairer. Il y a à côté de l'agence de location de voiture une téléboutique. Je dis super, je retourne à la téléboutique, je téléphone à l'agence de taxi, je leur explique ma situation, toujours en espagnol, hein, donc pour vous dire comme quoi les langues, ça aide. Et la dame, elle me dit, vous avez 2 solutions. Soit vous venez... d'abord elle me dit, je vais me faire mon enquête auprès de mes chauffeurs de taxi, je vous rappelle. Et 2 minutes après, elle me rappelle. Elle me dit, effectivement, vous avez oublié votre GPS dans la voiture du taxi. Soit il vous la ramène là où vous êtes et vous payez la course, soit vous venez vous-même le chercher à l'agence. Alors j'ai dit, c'est pas grave, je paye la course, qu'il vienne, qu'il me le ramène. Il vient, c'était 8 €, je me souviens, je lui ai donné 10 €. Je dis, tiens, tu mérites même plus, mais voilà, je n'avais pas des moyens non plus énormes. Plus, il fallait laisser 1000 € là de garantie. Bref, j'arrive, donc c'est l'heure du rendez-vous, je sonne à l'agence de voyage, enfin de location, pardon, de voiture. Et donc, je rentre et me dit, ¿en qué puedo ayudarle, señora? Je dis, yo soy la mujer que le llamó para alquiler el coche. Je suis la femme qui vous a appelé pour la location de voiture. Puis elle me regarde et me dit, ¿Era usted? Je dis, oui. Elle me dit, c'était vous? Alors je dis, oui, c'était moi. Elle me dit, si je savais que c'était des gens comme vous, je ne vous aurais pas dit oui au téléphone. Puis je la regarde, je dis, des gens comme moi, je comprends pas là. Donc, elle a vu le foulard, elle a vu tout de suite extranjeros, étranger. Et alors, elle me dit, je n'ai pas confiance dans les gens comme vous. J'ai dit, mira, señora, lo entiendo, donc je vous comprends. J'ai dit, écoutez, il y a des bons et des mauvais partout. Ce n'est pas bien de généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac. Et alors, je lui dis, écoutez, voilà pourquoi je suis là, comme je vous ai dit au téléphone, on est là pour le stage avec Iker Casillas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai dit, si vous voulez, je vous laisse même mon passeport en garantie. Il ne m'est pas permis, en tout cas à moi, c'est pas possible pour moi de faire le trajet à chaque fois en voiture ou en transport en commun.
Et je dis, il me faut la voiture, c'est vraiment une facilité pour moi. Puis au fur et à mesure qu'on échange, elle me dit, vale, usted me inspira confianza, está bien. Alors elle me dit, vous m'inspirez la confiance, c'est bon, payez le double de la garantie, et même le passeport, je ne le veux pas. J'ai dit, non, 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 le passeport, prenez-le, gardez-le comme guise de confiance entre nous. Et j'espère, et je vous jure d'ailleurs, que si tout va bien, que j'ai pas de soucis entre-temps, je vous ramènerai le véhicule comme convenu. Et donc, elle me prête la voiture. Et puis là, super, on a le GPS et on a passé 15 jours magnifiques. On a rencontré Iker Casillas. On a pu faire des photos avec lui. Moi aussi, j'ai pu faire une photo avec lui. C'était vraiment super. On a échangé avec des personnes du quatre coins du monde qui sont venues donc pour participer à ce super stage. J'ai terminé les 15 jours. Je suis revenue chez elle. J'ai fait le plein. Je lui ai remis son véhicule en bonne et due forme, en bon état. Et elle était très, très heureuse. Et après, elle m'a remis sa carte de visite et elle m'a dit... Cuando quiera, señora, usted me llama desde el aeropuerto y yo le envío un coche ahí. Quand vous voulez, vous m'appelez de l'aéroport et je vous enverrai un véhicule jusque-là. Donc voilà une histoire un peu longue, mais pour vous dire comment les bases que j'ai en espagnol ont pu me sauver. Et elle disait même que je n'avais pas d'accent au téléphone. J'avais pas l'accent d'une étrangère. Enfin bref, l'espagnol m'a sauvée. Et ça nous a permis vraiment de passer un séjour magnifique. La troisième langue, c'est donc le néerlandais, une langue germanique. Il faut savoir que la Belgique est divisée en deux régions. On a la région wallonne, où là on parle le wallon, le français, et on a la région flamande. Et là, on parle le néerlandais avec plein d'autres dialectes. Et puis on a au milieu Bruxelles. Et Bruxelles est, elle, bilingue, et parfois même trilingue et quadrilingue. Donc moi, j'ai été dans un enseignement francophone. Donc le français était mis en valeur en avant. Et après une certaine année, on commence à nous inclure les bases du néerlandais. Rassurez-vous, c'est pas avec ces bases qu'on va devenir bilingue parfaitement. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on était petits et on a de la famille en Hollande, on a des cousins, des cousines aussi à Anvers. Donc Anvers, c'est une ville qui fait partie de la région flamande en Belgique. Et donc, on était une famille où tous les week-ends, soit eux venaient chez nous, soit c'est nous qui allions chez eux, ou pendant les vacances scolaires, on allait une semaine chez eux, ils venaient une semaine chez nous. Et si vous voulez, c'était un peu comme un stage linguistique, sans vraiment le savoir, où par exemple en Hollande, eux ils parlent pas le français, mais uniquement le néerlandais, et nous avec nos bases, eh ben, on arrivait à s'enrichir en parlant avec eux. Toujours avec des fous rires, parce que bien sûr, hein, c'est toujours en disant des bêtises qu'on apprend, on dit des mots qui n'ont rien à voir, et donc eux ça les fait rire, puis ils nous corrigent, et nous on apprend en s'amusant. Et petit à petit, ben voilà, j'ai appris à parler le néerlandais, encore une fois, avec des erreurs, avec des fautes, pas parfaitement, mais je me défends quand même facilement à 70-80%. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je suis prof de cuisine dans une association pour femmes gérée par une entreprise néerlandophone. Donc, je donne mes cours en néerlandais où je leur enseigne la cuisine, je les préviens que mon néerlandais n'est pas parfait et que le but de ce challenge pour moi, c'est de leur apprendre la cuisine et qu'elles apprennent à m'améliorer au niveau du néerlandais. Donc j'ai appris plein de termes grâce à elles et c'est ça le partage et l'échange. Et là aussi j'ai eu une anecdote avec le néerlandais. Une fois ma fille a été hospitalisée, c'est un hôpital réputé, un très très bon hôpital avec de très bons médecins. Bon, je suis pas là pour dénigrer l'hôpital, loin de moi, pas du tout. Je vais pas citer non plus le nom de l'hôpital, mais c'est un hôpital qui est assez réputé pour être surtout néerlandophone. Bref, on arrive via les urgences. C'était Salima, elle avait une complication au niveau des poumons. Et là, directement, on me dit aux urgences qu'on va l'hospitaliser. Elle a des taches sur les poumons, le temps qu'on analyse tout ça, on la garde à l'hôpital. Ok, donc je monte pour rester avec elle, l'accompagner tout au long de cette aventure, on va dire, médicale. On arrive dans la chambre, et là, on me fait rentrer dans une chambre avec 5 lits. J'avais jamais vu ça de ma vie. 5 malades dans la chambre. Et dans ces 5 patients, un parent de chaque dort aussi dans la chambre. Donc, on est 10 à dormir dans cette pièce. Bon, le premier jour, j'accepte de rester dormir. Et avant donc de mettre en place tout ce qu'il faut pour aller dormir, je vais voir l'infirmière. Donc, je vais vers elle et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous auriez par hasard une chambre seule de libre? Et là, tout de suite, elle me regarde parce que les gens, ils nous jugent par rapport à notre aspect. Donc, on voit un foulard, on voit arabe, on voit étranger. Voilà, des clichés. On est tout de suite catalogué dans une certaine catégorie de personnes de leur imaginaire. Bref, et alors elle me dit « Ah, mais c'est très très cher, hein ?»
parce qu'elle a un accent, son français n'est pas terrible parce qu'elle est flamande. Elle me dit, c'est très très cher, madame. Je dis, oui, c'est très cher. Et alors, madame, j'ai une assurance et ça ne vous regarde pas. De quelle manière je paierai cette facture? J'ai le droit de demander une chambre seule. Je vous demande une chambre seule. Et alors, elle me regarde et me dit, ah, mais de toute façon, pour le moment, on n'a pas de chambre. D'accord, pas de problème. Donc, je rentre dans la chambre avec ma fille et je dors ce jour-là. Puis le lendemain, j'ai décidé de ne plus dormir là. Il y a assez de gens qui dorment. Donc, je ne dormais pas avec elle, mais je restais le plus tard possible et je partais. Et puis, il y a eu un malade qui a été libéré. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu prendre sa place. C'était un petit jeune. Lui, il était atteint de diabète. Mais en attendant, Salima, son problème, sa situation, elle se complique un petit peu. Il est atteint de diabète, mais donc tous les jours, je vais, moi, réclamer une chambre seule. Et à chaque fois, on me remballe, on me remballe. Et puis, un jour, je vois le petit, là, qui vient d'arriver. Donc, il est arrivé après moi. Et je vois, il fait sa valise. Et il va, il revient, il fait sa valise, il va, il revient. Je lui dis, ah, tu peux rentrer chez toi à la maison? Il me dit, non, non, j'ai reçu une chambre seule. Ah bon? Je dis, tiens, t'as reçu une chambre seule? Moi, on me dit qu'il n'y a pas de chambre. Et là, je vais chez l'infirmière, je retourne. Bon, il faut pas se laisser faire dans la vie. Et alors, je dis excusez-moi, ça fait 3-4 jours que je suis là. Ça fait 3-4 jours que je demande une chambre seule. Je suis arrivée avant ce petit, et je vois que lui, il reçoit la chambre avant moi. Et puis, elle me regarde et me dit, ah, mais madame, ça c'est le docteur. Il faut parler avec le docteur. Je dis, pourquoi vous m'avez pas dit qu'il faut le dire au docteur? Elle me dit, oui, mais lui, il est malade plus grave. Je dis, il est malade plus grave? D'accord. Le médecin vient pour me parler de Salima. Et encore une fois, j'avais une médecin qui venait des Pays-Bas. Donc cette femme ne parlait pas le français, elle parlait que le hollandais. J'avais le néerlandais, donc je pouvais lui suivre la conversation avec elle. Et elle me parle de son cas, je ne vais pas vous mentir, ça rentrait ici, ça sortait par là. J'étais inattentive à ce qu'elle me disait, tellement j'étais énervée et rongée par cette injustice, parce que c'était vraiment une injustice. Et elle termine, et puis je lui parle en néerlandais, je dis, sorry dokter, mag ik met u spreken? Ja hoor. Alors je lui explique, je dis, kijk wat is er aan de hand, ta. Je lui explique, je dis voilà, ik vind dat echt niet eerlijk, je trouve pas ça honnête. Je dis mais j'ai compris, hein. Je dis vous voulez laisser ici les étrangers tous dans la même chambre, parce que il y avait que des étrangers, il y avait un Roumain, il y avait une Polonaise, il y avait une autre Marocaine et il y avait ma fille. Et lui était néerlandophone. Donc moi je suis pas du tout raciste et je ne supporte pas le racisme et je ne supporte pas l'injustice. Mais c'était flagrant. Et là, le docteur, je lui dis, apparemment, il faut qu'on vous demande votre avis à vous aussi pour avoir une chambre seule. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, écoutez, je vais régler tout de suite cette affaire. Elle va et elle m'envoie le chef de service des infirmiers. Je savais même pas que ça existait, le chef des infirmiers. Alors il vient, il me dit, oui, excusez-moi madame, apparemment, effectivement, il y a eu une injustice en votre faveur, mais apparemment, on vous a pas donné la chambre parce que vous ne dormez pas ici. Je dis, monsieur, je dis, pour être honnête avec vous, est-ce que vous trouvez ça vraiment hygiénique? Il y a déjà 5 malades. Et on rajoute ici 5 parents qui dorment autour des enfants. Vous trouvez ça hygiénique? Je dis, moi, c'est question d'hygiène. Je refuse de dormir. Il y a déjà assez de bactéries. Nos enfants sont déjà malades et fragiles. Voilà pourquoi je refuse de dormir ici. Ça n'empêche pas que j'ai le droit à avoir une chambre seule pour justement dormir et accompagner mon enfant. Et alors, elle me dit, oui, madame, calmez-vous. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, normalement, cette chambre aurait été la priorité pour vous. Et je lui dis, et je trouve ça scandaleux, monsieur l'infirmier. Je dis, pour chaque parent, son enfant est le plus malade au monde, quelle que soit sa maladie. Mais de là à dire qu'un tel est malade, plus grave que un tel ou un tel, je trouve ça vraiment scandaleux de comparer comme ça les maladies de chacun. D'ailleurs, quand on m'avait dit qu'il était plus grave, moi je me suis dit, un cancer ou quoi, je dis, oula, oui, ok, d'accord. Mais moi, je parlais avec ce petit garçon. Et je savais qu'il était diabétique. Je dis pas que diabétique, c'est plus grave ou moins grave que ce que ma fille avait, mais moi, je trouvais ça vraiment scandaleux de comparer les maladies. Et à ce moment-là, je m'exprime bien sûr toujours en flamand. Hein. Et à ce moment-là, le médecin revient vers moi en me disant, écoutez, on va faire tout ce qu'il faut, vous aurez, la prochaine chambre seule est pour vous. D'accord. Et puis j'ai dit, écoutez, docteur, alsjeblieft, kunt u herhalen, est-ce que vous pouvez vous répéter et m'expliquer la situation de ma fille, parce que là, j'étais tellement envahie par cette injustice que je ne vous ai pas écouté. Et elle me réexplique le cas, que le cas de Salima s'aggrave et qu'on doit faire un scanner pour voir absolument pourquoi ses poumons se remplissent comme ça de liquide. On descend faire le scanner, on remonte du scanner et directement on est transféré dans une chambre seule.
Et là, l'infirmière qui m'a fait l'injustice, elle vient, elle se présente et elle fait ses excuses. Et depuis ce jour-là, tous les jours, elle est souriante. Tous les jours, on vient, on m'apporte un petit gâteau, un petit café. Voilà, j'ai été mis, si vous voulez, en avant. Elle s'est excusée, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, voilà, j'ai été victime d'injustice. Et si je ne savais pas me défendre ou réagir, eh ben voilà, je serais passée à côté de tout ça. Et je trouve ça malheureux, encore une fois, qu'on juge toujours tout le monde dans le même sac. On est tous différents. On a chacun notre philosophie. On a chacun notre amour pour la religion ou pas, peu importe. Ça n'empêche pas qu'il faut apprendre à connaître les gens avant de les juger, de les condamner. Voilà, j'ai été condamnée sans avoir rien fait. C'est ça le pire. Bref, encore une fois ici, le néerlandais m'a sauvée. Donc j'ai parlé, j'ai expliqué. Après, Salima a été rétablie. Mais voilà. Donc toutes ces langues m'enrichissent énormément. Et ça, c'était donc l'histoire un petit peu... J'ai des petites anecdotes comme ça parfois dans certaines langues. Et maintenant, on va passer à l'arabe. Donc, on parle au Maroc, on parle le marocain, c'est donc le dialecte au Maroc, Darija, on appelle ça comme ça. Et en fait, nous, on est marocains d'origine, mais on est surtout à la base des Rifs. Et mes parents utilisaient la langue Rif comme une langue codée. Donc ça, ils la parlaient entre eux devant nous pour qu'on ne puisse pas comprendre. Mais ma mère, elle nous parlait beaucoup en français surtout, et il nous parlait aussi en dialecte marocain. Donc c'est comme ça que j'ai appris la darija. Donc كنهضر العربية كنفهم وكل شيء. Vraiment, même si j'ai aussi un petit accent parce que je ne maîtrise plus beaucoup la darija, pardon, je maîtrise beaucoup plus le rif. Mais j'ai des rifs aussi, et on parle plus le rif que le dialecte marocain. Et puis voilà quoi, je suis très contente parce que voilà, quand on va au Maroc, on peut parler le marocain, le dialecte marocain, on peut le parler ici aussi avec la famille. C'est toujours un atout que d'avoir différentes langues, et puis l'arabe littéraire aussi, donc ça aussi je sais lire l'arabe, je sais l'écrire, pas parfaitement encore une fois, mais on progresse et on avance tout doucement. Ensuite il y a la dernière langue, donc le rif. Le rif, je ne le connaissais pas quand je me suis mariée. Vraiment, j'avais aucune base en rif. La preuve, une fois je me souviens, j'étais adolescente et j'arrive au Maroc et rien, pas un mot de rif. Mais souvent, les gens, ils vous parlent et ils vous disent « Mleh, labas, kul shi mzien, mleh ». Donc, ça va, tu vas bien, tout va bien, la famille, tout le monde se porte bien. Donc moi, faisant toujours la maline, hein, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ose un peu trop. À chaque fois, je savais que répondre oui en arabe. Donc je disais « Ouais ». Donc je disais tout le temps oui, en me disant dans ma tête que ils me demandent juste comment je vais, comment vont les parents, et ceci, cela, rien d'important. Et un jour, je tombe sur une bonne femme qui me demande carrément en mariage, en rif. Mais moi, encore une fois, je fais la maline, et alors elle me dit ce qui veut dire, maintenant toi, tu deviendras ma belle-fille. Et moi, je la regarde, je fais ouais. Donc je lui dis oui, carrément, j'accepte d'être sa belle-fille. Et alors elle me fait ouais, et je fais ouais, parce que je jouais des mimiques et tout. Et là il y avait ma grande sœur Samira qui elle bien sûr comprenait le rif, et elle me dit tu sais ce que tu viens de dire là? Je dis non, non, je dis elle m'a sûrement demandé comment je vais. J'ai dit je vais bien, c'est tout, oui. Elle fait non, c'est pas ce que tu as dit. Et du coup elle m'explique, et puis je regarde la femme et je fais là. Je dis là, hors de question. Enfin voilà, bon, quand on allait au Maroc en vacances, nous, c'était plus on était plus demandés en mariage qu'autre chose. En fait, parfois, vous avez certaines personnes, quand ils voient une fille, tout ce qui les importe, c'est de la marier. Voilà, elle est mariée, elle n'est pas mariée, elle est mariée, elle n'est pas mariée. Dans notre communauté, c'est catastrophique. Nous, on allait au Maroc pour passer des vacances, on était gamines en plus, on était jeunes. Mais eux voyaient déjà un avenir, marier leurs enfants, comme ça ils vont en Europe, et ceci, cela, bref. J'en ai pas eu qu'une ni deux des demandes pareilles. Mais à chaque fois, c'était non, c'était catégorique. Enfin voilà, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, le rif, c'est devenu une langue que je maîtrise de plus en plus. D'ailleurs, j'ai ma chaîne en rif, Mimi Tmazirt, avec plus de 45 000 abonnés en 2 ans. Donc c'est une chaîne qui explose. Et il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube en rif. On en trouve beaucoup en arabe, en marocain dialecte. Hein, ça, il y en a plein. Mais en rif, il y en a beaucoup moins. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas partager aussi le quotidien pour ces personnes qui comprennent que cette langue-là. Enfin voilà, je vous ai fait un petit peu
le tour de toutes ces langues et je voulais vous remercier pour votre attention, pour être resté jusqu'au bout et jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, thanks a lot et muchísimas gracias. Van hartelijk bedankt. Barakallahu fikum. Un grand merci du fond du cœur. Que la paix soit sur vous et que Dieu soit là pour vous, pour nous, pour tous, pour chacun d'entre nous. Dites-moi aussi en commentaire quelles sont les langues que vous maîtrisez, quelles sont les langues que vous aimeriez, pourquoi pas, apprendre. Moi, il me reste encore, j'aimerais beaucoup apprendre le turc. Ma fille a réussi à me faire aimer le turc que de par certaines musiques, certaines chansons. Et en regardant les séries turques avec elle c'est quelqu'un qui regarde toujours quelque chose à la télé dans la langue d'origine. Du coup, elle se familiarise tout de suite avec l'audio et l'accent de la langue qu'elle veut apprendre. Et donc, je suis vraiment emballée par cette belle langue turque que j'aimerais beaucoup apprendre. Et aussi l'allemand, pourquoi pas. Donc, voici mes prochains challenges. J'espère, Inch'Allah, y arriver. Et je sais vous dire quand même merci en turc. Teşekkürler et Dankeschön. Que la paix soit sur vous. Bye.